travaillé sur l'Occident 23, mais j'ai par exemple une de mes enseignantes donc, à la période révolutionnaire, etc. Et donc du coup, on a en discuté. Mais par exemple, on pensait que les femmes de classe populaire avaient des mobilisations qui relevaient de l'ordre de la violence, celle de la classe populaire des filles. Mais du peu que j'en sais, ce qu'on moi j'en tire en tout cas comme conclusion d'enseignement, c'est que à la fois on a nos spécificités, mais on s'inscrit aussi dans quelque chose de plus global dans le fonctionnement en fait du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas exceptionnel de faire que des femmes féministes, ça existe en France, etc. etc. Il y a une question sur ce qu'on reproche aux femmes, c'est Oscar, et quand il posait sa question... Mais je vais commencer par répondre au monsieur, parce que le monsieur a beaucoup attendu ici. Non, j'essaie d'être équitable, t'as vu, oui, sur les rivalités. Alors, est-ce que j'ai pu observer des rivalités entre femmes? Alors, votre question me fait beaucoup rire, parce que je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de femmes, on se renvoie parfois cette question de rivalité, comme s'il n'y a pas de rivalité entre hommes. Je veux dire, même s'il y avait des rivalités entre femmes... Des figures qui ont été en rivalité sur des sujets ou sur des positions de D'accord, ok. C'est beaucoup plus clair, mais j'ai tenu quand même à... parce que c'est des trucs qui reviennent assez souvent. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas située tout à l'heure, mais je suis féministe. Je le suis viscéralement, donc faites attention à ce que vous dites, parce que je donc, ceci dit, l'UFC de Julienne Niac, qui a été créée en 1952, est créée un peu avant l'UDF, l'Union démocratique des femmes. Et il se trouve qu'au fondement de l'UFC, quand on regarde le bureau, il y a Marie-Hélène Carpellillon et Marthe Grandier qui font partie de l'UFC. La session se passe à quel moment? La session se passe quand Julienne Niac décide stratégiquement, tout en se mobilisant pour des questions spécifiques liées aux femmes, et même aux femmes africaines en général, puisqu'elle fait partie cette organisation fait partie des organisations qui demandaient par exemple le suffrage universel, etc. Donc c'était assez radical sur un certain point. Décide stratégiquement d'inscrire toutes ces revendications-là comme un prolongement de la mission civilisatrice de la France. Donc elle ne s'inscrit pas dans une rupture avec la relation coloniale, mais plutôt comme on vient enrichir. Et là, Marie-Hélène Carpellillon et Marthe qui sont plutôt des proches du milieu national, puisque leurs époux sont très nationalistes, avec Emma Bem, vont, voilà, Emma Bem, je ne nom de femme, mais Emma Com, c'est son nom, la sœur de Emma Com, vont créer l'UDF. Donc là, on a vraiment une stratégie de rupture politique. Mais quand on regarde par exemple les revendications très concrètes de l'UFC et de l'UDF dans les archives, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est que l'UFC, à un moment donné, va écrire par exemple à l'administration en disant afin que votre mission civilisatrice soit bien, se passe bien pour la Colombie maintenant, nous vous demandons de nous allouer des fonds pour telle chose. Alors que l'UDF dit clairement, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes politiques, et ces problèmes-là sont liés à la colonisation. Et en gros, vous ne venez pas nous civiliser, en fait, ce que vous venez, c'est nous exploiter. Je schématise, hein, mais c'est un peu ça. Donc la rupture politique se situe à ce niveau-là. Pour les femmes plus contemporaines, j'essaie de me rappeler des entretiens, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ne pas tout différentes. Par exemple, voilà, il n'y en a pas une qui m'a parlé en termes de les femmes de tel autre parti. Elles ont plutôt une véritable conscience de genre en tant qu'on va dire classe, de sexe, dans le sens où elles dénoncent vraiment tous les mêmes mécanismes de domination, qui sont les mécanismes économiques, les mécanismes socio-culturels, etc. Donc vraiment, il n'y a pas à ce niveau-là de domination. Là, dans mon souvenir, il y a aussi un exemple dont j'ai fait une sous-partie dans ma thèse, de deux femmes qui sont dans des associations en 1960, début des années 60, au moment où l'UNC veut faire le parti unique. Et donc, qui dit parti unique dit en fait vraiment phagocyter. Parti unifié. C'est parti unique. Tous les mouvements sociaux et politiques, et notamment les organisations de femmes veulent, les autorités veulent les FLD. Et là, il y a des femmes, justement, qui vraiment rentrent. Alors, j'ai trouvé deux cas, d'ailleurs, c'était ça qui était intéressant aux archives de Bafoussam. J'ai trouvé deux cas de femmes qui vraiment, elles se sont mobilisées face notamment voilà, elles n'ont pas voulu être inféodées. Bon, au final, elles ont été
Mes questions subsidiaires, pour qu'on comprenne bien sa question, Ouais. est-ce que vous avez dans votre travail trouvé qu'il y avait des gratifications ou des récompenses par rapport aux femmes qui s'étaient beaucoup battues, notamment prenons les mouvements de revendication, les mouvements comme ceux... Non, il n'y a pas... Non, mais je suis intéressée, je dirais qu'il y a une mémoire traumatique parce que les nationalistes, en fait, ont perdu la guerre. Oui. Mais ils ont même perdu ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu, on va dire, essayer comment dire, d'apaiser cette blessure-là. Ils ont même perdu, on va dire, l'estime, parce que dans l'imaginaire populaire, on a conçu les nationalistes comme des bandits. Moi, j'ai grandi quand même avec l'idée que ma leader, c'était être bandit. Donc, quand moi, j'ai commencé à faire l'histoire... Oui, non, mais voilà, enfin... voilà, donc il y a vraiment quelque chose de profondément traumatique dans la manière dont cette histoire, dont on s'est approprié, dont on ne s'est pas approprié cette histoire-là, et où parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de débat à avoir, alors qu'effectivement il y a un débat. Si on dit oui, dans le maquis il y avait des bandits, mais évidemment dans toutes les luttes de maquis, les gens en profitent. Voilà, c'est vrai que, voilà, à un moment donné les gens en profitent, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont profité pour faire des exercices de banditisme que ça a réduit le mouvement au banditisme? Non. Non, moi je posais la question par rapport au mouvement lui-même. Ça, si on prend un parti comme le PC ou un KNP, est-ce que dedans, il y avait des gratifications qui étaient données aux femmes qui combattaient plus en termes de positionnement? Moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas. Alors, je peux pas dire parce que j'ai pas vu ça. Je veux dire que j'ai. Non, j'ai pas vu. Ce qui est vrai, par contre, c'était que c'était souvent l'élite qui. Enfin, la structure centrale, c'était souvent dirigée par l'élite qui étaient des femmes rattachées au cadre nationaliste. Quelque chose sur le leadership et faire le lien avec la question de monsieur. Ma question avait une idée derrière. Je pense que quand on parle de la politique des femmes, très peu on met en avant le leadership, l'étude de leadership féminin. C'est très important, dans l'esprit. Et même votre réaction quand j'ai utilisé le mot rivalité, qui n'était pas bien placé dans le plateau de la politique, quand on va commencer à commenter sur les réseaux, la moitié des commentaires sera sur des femmes qui se disputent, qui s'échappent. Alors, c'est pour ça que je pense, dans les études comme celle-là, c'est bien si les politiques sont habitants, c'est ça, de mettre en exergue, pas seulement les femmes parce qu'elles ont, les femmes à un moment donné qui ont revendiqué les politiques constituent rivales. Pas que ce soit un débat de... Voilà. Oui, bien sûr. Mais je le fais dans le premier article que j'ai publié, parce que mon premier article, il porte sur l'UFC et sur l'IDF. Et l'article explique bien à quel moment se passe le schisme. Donc, non, il n'est pas question de faire une histoire... Moi, je ne fais pas une histoire romantique, une histoire politique romantique des femmes, ça ne m'intéresse pas. S'il y a des luttes de leadership que j'observe, évidemment que je l'ai dit. Par exemple, moi, je me souviens, ce qui manque, par exemple, au travail de Teresa sur l'IDF, c'est que à aucun moment, elle n'évoque les luttes entre les leaders de l'UDF et l'UPC qui, clairement, plusieurs fois dans les archives, demandent aux militants, au cadre de l'UPC, de recadrer leurs militants et collègues, parce qu'ils essaient tout le temps de remettre en cause l'autonomie de l'UDF. Mais si on lit etc., ça, par exemple, on ne le voit pas. Parce que, effectivement, je pense qu'elle avait déjà besoin d'abord de poser les choses. Et moi, quand j'avais dit non, il y avait même des luttes des tensions entre l'UPC et l'UDF. Il y avait un partenariat, mais c'est un partenariat sous tension. Donc, je dois répondre. Alors, je réponds d'abord au monsieur. Ah, ok, je réponds. Alors, qu'est-ce qu'on reproche? Quel est le problème? Alors, quelle est l'origine du problème? L'origine du problème, en fait, il n'y a pas une origine, il y a une implication d'origine. Première chose, la déstructuration des sociétés locales, de l'organisation sociale des sociétés locales par les mesures coloniales. À partir du moment où on remplace les institutions locales par des institutions issues de la modernité coloniale, il y a problème. Pourquoi il y a problème? Parce que, au niveau du Cameroun anglophone, les Britanniques ne s'embarrassent pas les Britanniques sont moins écoutés que les Français. Les Français ont dit toutes les personnes de sexe masculin ou féminin de 25 ans machin peuvent voter à condition qu'elles appartiennent à telle catégorie. Donc si on s'arrête à ça, du côté français, les femmes avaient le droit de vote. Dans le droit. C'est ça qu'il faut se faire une différence, alors moi qui suis un peu juriste, entre ce qui est dit et écrit dans les règles et quand les mécanismes disent ça. Que moi je regarde ça, je me dis, ah ok. Et puis que je commence à regarder les catégories.
et que ces catégories-là, ça va être des chasseurs, ça va être des commerçants, ça va être des personnes lettrées. Qu'on prend maintenant, si on prend la pour les personnes lettrées, on regarde le ratio d'éducation, d'instruction, l'éducation, c'est la même chose, d'instruction masculin-féminin, on se rend compte que je crois qu'il y a pas de représenté. Alors déjà, la population globale en termes d'instruction a atteint 20% seulement à la fin des années 50. Donc je peux vous dire. Et les femmes représentaient, je crois, à peine 2%, je me rappelle plus exactement à l'époque. Donc si on dit que pour voter, il faut être lettré, combien de femmes vont pouvoir voter? Troisième chose, au moment où, en 51, on élargit le droit de vote aux mères de 2 enfants dans les régions sous domination coloniale, ce qui se passe, c'est que l'université le dit bien dans sa pétition à l'ONU, l'administration, parce qu'elle veut continuer à conserver un certain nombre de personnes au pouvoir, met en œuvre toutes sortes de stratégies pour truquer les élections, et donc elle, par exemple, elle ne publie pas suffisamment tôt la nouvelle mesure, donc les femmes n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. Donc c'est pas une question de qu'est-ce qu'on reproche aux femmes, c'est une question de on décide de mettre un certain nombre de mécanismes qui, alors parfois visent, parfois ne visent pas à exclure les femmes, et qui se perpétuent, c'est-à-dire que ces mécanismes, vu qu'on ne sait jamais, on ne les prend jamais en disant ok, ça, il y a ces mécanismes-là, quels sont les effets et comment on déduit ça, ben, on continue à perpétuer. Autre chose, l'administration coloniale dit, donc quand on est instruit, on peut avoir accès à certains postes. Quand il s'agit des femmes, moi j'ai une archive dans DGP Canada qui dit au moment où ils cherchaient des employés, ils disent ah mais il faut quand même pas donner ces postes-là aux femmes ici, sinon les hommes locaux vont s'indigner. On ne sait pas sur quelle base ils disent ça. Donc les femmes qui pouvaient avoir accès au vote, par exemple en étant fonctionnaires et machin, elles n'y ont plus accès. Donc on met en place un certain nombre de mécanismes, des strates, qui font qu'au final, les femmes n'y ont pas accès. Et quand je dis les femmes, c'est parce que je me concentre sur les femmes, mais si on regarde de manière, si on regarde sur le prisme de la subalternité, qui va être la mise en minorité de personnes qui peuvent être majoritaires, voilà, c'est des questions de mécanismes qu'on met en place et de discours.